Salut à tous. Petite annonce, double annonce même, avant de passer à cet épisode de Vue du banc. La première, c'est qu'avec notre partenaire PMU.fr, vous pouvez avoir droit à 2 free bets à l'inscription, en plus de l'offre de bienvenue de free bet de 10€. Pour cela, n'oubliez pas d'inscrire le code VDB au moment de vous inscrire sur PMU.fr et vous serez ainsi crédité de 2 free bets de 10€ en plus de l'offre de bienvenue. Et aussi, évidemment, autre code promotionnel en ce moment qui fonctionne, c'est sur coparena.com, l'application où vous pouvez retrouver les articles de Christophe, Raphaël et moi-même pendant toute la durée de l'Euro. Votre premier mois d'abonnement est offert sur Coparena avec le code COPAVDBEURO, COPAVDBEURO. Analyse des matchs de l'équipe de France et de plein d'autres choses encore, en plus de formats audio exclusifs. Tout ça, c'est sur Coparena, l'application qui vous sert le football en profondeur. Mais tout de suite, c'est Vue du banc. Vue du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 16e épisode de la saison 8 de Vue du banc. On va parler aujourd'hui de 2 rencontres qui se sont déroulées hier. Italie-Autriche, victoire des Italiens 2-1, et Pays de Galles-Danemark, victoire 4-0, victoire écrasante des Danois contre les Gallois de Gareth Bale. Je suis accompagné des 2 tauliers. D'abord Christophe Kuchli, salut Christophe. Salut Raphaël. Qui a un public aujourd'hui, mais on ne précisera pas qui. Et Florent Antonucci, salut Flo. Salut Raphaël. Florent toujours en forme ou... C'était dur aujourd'hui, j'ai l'impression que c'était un peu dur pour tout le monde ce samedi. On va essayer d'être bon, en tout cas d'être au max de nos capacités actuelles. Et commencer par Italie-Autriche, donc je dis victoire 2-1 des Italiens, but de Chiesa en prolongation à la 95e, puis de Pessina à la 105e, sur des passes de Spinazzola et Acerbi. Je vais donner les compositions et on plongera dans le match ensuite. Du côté italien, Donnarumma dans les buts, défense à 4, mais on verra comment ça s'est animé. Spinazzola, Acerbi, Bonucci, Lorenzo, précisément, au lieu de lire bêtement au score. Verratti, Jorginho, Barella au milieu de terrain, Insigne, Immobile, Berardi en attaque. Du côté de l'Autriche, le gardien de but, Christophe Kuchli. Bachmann Accompagné de Leiner, Dragovic, Interregere à la bas derrière, Schlager et Grilic au milieu de terrain, Sabitzer en 10, Baumgartner à gauche, Leimer à droite et l'ami Arnautovic en pointe. Bah tiens, Christophe, toi qui t'es dit très inspiré, on va t'attendre au tournant, on va voir si tu as été très inspiré aujourd'hui par ce match où tu as, je crois, commencé par trouver l'Autriche moyenne. On était d'ailleurs pas trop d'accord tous les deux. Puis finalement, l'Autriche nous a mis d'accord en deuxième période. Mais commençons peut-être par le début. Qu'est-ce qui t'a pas plu chez le début de match autrichien et est-ce que c'était lié à ce que proposait l'Italie ? Ouais, ce qui m'a pas plu en première période autrichienne, c'est précisément le miroir de ce qu'on a vu en seconde, c'est-à-dire que concrètement les intentions qu'il y avait dans on va dire l'agressivité sans ballon que j'ai vu en deuxième, je les attendais en première en fait. Et c'est vrai que c'est peut-être pas un débat, hein, mais en gros le commentaire que t'avais qui différait du mien, c'est de dire que oui, l'Autriche défendait pas mal et arrivait un peu plus à tenir le ballon, à avoir 2-3 séquences dans le camp adverse. Et au final, moi je me disais oui, mais moi j'attends plus de l'Autriche en fait. Ses forces sont pas forcément là, elles sont dans la capacité, pourquoi pas, à sortir, à agresser, ce qui du coup peut lui permettre soit de récupérer des ballons dans le dernier tiers adverse pour se créer des occasions dans la foulée, soit peut-être un petit peu plus bas mais du coup installer des séquences de possession. Et c'est ce qu'on a vu en seconde période. En première mi-temps, il y a un tir et c'est un tir sur une transition qui est même pas dangereuse parce que jouer les transitions avec Arnautovic, c'est pas forcément pertinent, c'est-à-dire que c'est pas du tout un attaquant de transition et que c'est même pas le côté t'as un attaquant pivot et 2 ailiers qui vont prendre la profondeur. C'est-à-dire que Baumgartner peut à la limite le faire, mais Leimer c'est pas du tout son rôle, donc t'auras des joueurs qui vont pourquoi pas courir vite, mais qui vont attaquer un espace mais qui ont pas forcément l'habitude de l'attaquer. Donc du coup, je me disais, cette Autriche-là, je l'attends pour déstabiliser l'Italie sur sa base finalement et pas simplement montrer qu'elle sait être solide et pourquoi pas tenir le ballon, et c'est ce qu'elle a fait en seconde période. Alors je l'attendais pas non plus forcément dans ces proportions là parce que du coup j'ai été déçu de l'Italie. Je pensais que l'Italie était capable de beaucoup mieux résister à la pression en tant que telle, mais oui au début je me disais l'Autriche ne joue pas forcément sur ses forces, elle joue sur un truc qu'elle peut faire mais qui n'est pas forcément ce pourquoi elle est le plus connue, en tout cas ses joueurs stars. Au pays, Julien Moumon nous a informé qu'en Autriche, ça débattait beaucoup, Flo, justement, de l'absence de pressing, que ça réclamait que l'équipe nationale presse plus. Mais j'avais l'impression que sur certains moments ou certaines périodes des matchs de poule, on avait vu cette équipe aller presser, aller agresser. C'est une équipe qui est sortie, mais qui au final aura fait 4 matchs assez variés, parce qu'il y aura des moments où ils auront défendu médian en étant complètement déséquilibrés contre les Pays-Bas. Entre les lignes, il y avait beaucoup d'espace.
Ils nous ont enchantés sur leur premier match parce qu'ils sont allés agresser, presser haut et avec des circuits de passe intéressants, mais dans un rôle dans lequel Alaba s'épanouissait pas forcément. Qu'il a été remis latéral gauche. Est-ce que c'est bon pour lui? On pourra en parler aussi. Je suis pas convaincu non plus du Alaba latéral gauche en 2021. Mais quelle impression tu garderas de cette Autriche justement en termes de style de jeu? Pas de performance parce qu'on pourra reparler de ce match, mais de style de jeu dans l'ensemble. Une bonne surprise, parce que moi j'ai toujours en tête l'équipe d'Autriche de 2016 qui était absolument horrible à voir sur ce tournoi à 7 € en France. D'ailleurs je les avais vus lors d'un Autriche-Hongrie mémorable à Bordeaux. C'était superbe. Mais sinon, oui, une équipe qui a montré sa capacité à faire plusieurs choses sur le terrain. Mais c'est vrai que, comme le disait Christophe, on pouvait l'attendre plus agressive sur ce match face à l'Italie. Maintenant, je pense que c'est aussi une équipe qui a alterné pas mal de temps forts, temps faibles, et qui n'avait peut-être pas les jambes pour tenir à fond sur 90 voire 120 minutes sur ce match de ce soir, quoi. C'est peut-être ça qui explique, mais sur ce match contre l'Italie, autant la première mi-temps, c'est vrai que leur bloc médian bas a finalement assez peu concédé à l'Italie, mais pour sortir la balle, il fallait absolument trouver Arnautovic quasiment pour lancer des transitions. Il a été dur à trouver en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, comme le disait Christophe, ils ont été un peu plus agressifs, ils sont allés chercher plus haut, et ça leur a permis de tenir la balle plus longtemps. Je sais plus si la possession se rééquilibre en deuxième mi-temps, mais en tout cas en termes d'expected goals, par exemple, le match se renverse, parce que sur la première période, l'Autriche est à 0,05, quand l'Italie est à 0,54, donc l'Autriche tient plutôt bien quand même défensivement. Et en deuxième, ça bascule de l'autre côté, on est à 0,36 pour l'Autriche et 0,34 pour l'Italie. Donc un match qui s'est vraiment rééquilibré, et finalement ils sortent, mais ça se joue à un genou de Di Lorenzo ou d'Arnautovic. Ouais. Christophe, qu'est-ce que t'as pensé quand t'as vu Marco Arnautovic, après 1 minute de jeu, se faire avertir sur une faute déjà très très audacieuse, où il y va, où tu sens que l'Autriche veut mettre de l'intensité dès le début? Est-ce que tu t'es dit qu'il finissait le match ou pas, honnêtement? En fait, j'ai pensé simplement à Florent qui faisait avant le match des pronostics sur le moment où il serait expulsé ou qui est-ce qu'il insulterait. Et du coup, je me suis dit, ah oui, s'il commence comme ça sur une action, a priori, il a rien à voir à la faire. S'il n'est pas directement impliqué, c'est lui qui sort un petit peu comme un marlou pour tacler un peu n'importe comment sur un truc où c'est même plus à la limite un geste de milieu défensif qui veut un peu mettre un avertissement sur le mec dans sa zone pour lui faire peur. Disons alors là, c'est pas... Entre la sortie d'Alaphilippe et celle-ci, on préfère celle d'Alaphilippe quand même, sur la journée. Oui, non, clairement. Donc du coup, j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, s'il est aussi animé dès la première minute, alors que du coup il n'y a pas de tension, il n'y a pas eu le temps d'avoir un passif, j'ai eu un peu peur. D'ailleurs on l'a vu, sur le but il était toujours pas redescendu en tension, ça se voyait moins dans le jeu sur ses attitudes, mais il s'était pas calmé, il a bien fêté son but qui finalement n'a jamais eu lieu parce qu'il a été annulé. Mais non, j'ai eu un peu peur, et puis je me disais, c'est dommage. Alors après, il y a une question de préférence aussi, c'est pas ultra marqué, c'est-à-dire je vais pas dire que Kalajidzic est 10 fois meilleur qu'Arnautovic. D'ailleurs, je sais pas si t'avais dit dans ta petite intro le but de Kalajidzic à la 114e sur une passe de Charles. Mais je le préfère à Arnautovic, et en fait, quand je vois ça, je me dis, mince, t'as peut-être pas fait le bon choix de numéro 9, même si j'entends qu'Arnautovic garde plus facilement les ballons sur le front de l'attaque. Mais encore une fois, moi j'attendais une Autriche plus proactive et plus dans le camp adverse, et du coup qui aurait plus besoin peut-être du jeu de tête de Kalajidzic que d'avoir besoin du jeu de corps d'Arnautovic pour garder les ballons à 40 mètres du but adverse que les rares fois t'essayes de ressortir. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le numéro 9 que je préfère, parce qu'il est il prend de la place, il est relativement fin techniquement, mais il a un peu des œillères quand même, et ça s'est vu sur plusieurs actions, au-delà de sa lenteur, ça c'est une caractéristique physique que Kalajidzic partage aussi, donc sur ça il n'y aurait pas eu forcément d'écart selon lequel des deux était titularisé. Florent, puisque Christophe a mentionné que l'Autriche n'était pas forcément très agressive en première période, on va pouvoir parler de la performance offensive des Italiens, où j'avais l'impression que ça ressemblait un peu à la première période contre la Turquie. Ça paraît déjà loin, mais c'était il n'y a pas si longtemps, où on a retrouvé notamment alors c'est pas forcément un problème, c'est un parti pris, mais ce double faux pied à gauche, Berardi qui est seul à droite et qui n'y a pas vraiment de joueur qui vient dédoubler dans son dos, Barella qui peut faire des appels mais qui n'en a pas fait énormément sur ce match-là, même s'il n'y a pas beaucoup de profondeur. C'était pas de la stérilité, mais je trouve qu'on est retombé un peu sur les
les partis pris qui pouvaient parfois gêner l'Italie, notamment contre des équipes qui t'empêchent de jouer dans l'axe. Ouais, bah la première mi-temps, comme tu le dis, comme tu le disais d'ailleurs à la pause, ça manquait de largeur, ça manquait de joueurs de débordement. Finalement, malgré tout, ça finit quand même, l'Italie finit par débloquer la situation en prolongation sur une passe de Spinazzola vers le deuxième poteau, vers Chiesa qui finit. Mais c'est vrai que la première mi-temps, en fait, l'Italie s'est heurtée aussi peut-être un peu aux limites de son effectif, en partie, parce que ça manquait. Tu voyais quelques circuits, mais tu voyais aussi quelques limites. T'as pété plusieurs plans sur Immobilier, qui a failli te faire taire avec sa frappe, ouais. avec sa frappe sur l'arête, sur le poteau. Mais en plus, tu vois, c'est typiquement le genre de truc où si j'avais dit Immobilier, moyen, etc., et qu'il avait marqué 10 minutes après, on m'aurait dit bah t'as vu, il a marqué un but, et j'aurais dit ouais, mais ça ne change rien au problème qu'il a dans le jeu. Ouais. Comme ça, mais c'est vrai que autant lui, Insigne, qui était encore dans son registre très unidimensionnel et qui tapait, tentait sa chance un peu trop peut-être en début de match d'ailleurs. C'est vrai que l'Italie tire 12 fois au but à la mi-temps, mais il y a quand même assez peu d'occasions dangereuses. Il y a pas mal de tirs de loin, de tirs contrés. Donc tout ça a fait qu'offensivement, autant pour ressortir les ballons, arriver dans la moitié de terrain adverse, il y avait des choses. Mais c'est vrai qu'à l'approche de la surface, tu sentais quand même une certaine stérilité, un certain manque de talent individuel, même si Verratti, sur quelques pénétrations dans la surface, a mis un petit peu le feu, a un petit peu inquiété les défenseurs autrichiens. Mais globalement, ça manquait d'impact, quoi. Quand tu compares, par exemple, à d'autres sélections comme les Pays-Bas, qui ont un petit peu ce parti pris aussi avec des mecs qui vont rentrer, surtout côté gauche avec Depay, qui ont le même parti pris, mais tu vois qu'il y a quand même beaucoup plus de danger. Et par contre, à ce niveau-là, je pense que sur son entrée, et en plus son côté clutch qu'il avait déjà montré en cours de saison avec la Juventus, je serais tenté de dire que Chiesa doit rester dans cette équipe, parce qu'en plus lui peut apporter cette largeur, à l'inverse de Berardi. Il n'est pas forcément toujours attiré par l'intérieur du jeu, je trouve. Ouais, puis ça te fait un mec qui peut aussi jouer sur son pied naturel et pas toujours revenir intérieur. Ouais. Et ça c'est aussi un avantage, en tout cas quand il joue à droite. On a parlé d'Immobilier, Christophe, j'ai envie qu'on fasse un point Immobilier, parce que c'est quand même un attaquant qu'on avait mis dans certaines équipes types lors de la phase de poule parce qu'il marquait des buts. Et là on a quand même vu dans le projet de jeu italien ce qui pouvait gêner quand Immobilier était touché. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs libres, mais Immobilier va pas forcément réussir à les trouver. Est-ce que c'est le même joueur qu'on voit à la Lazio, mais juste que le style de jeu de la Lazio ne le met pas dans les mêmes situations? Bah, en fait, ça le met tellement pas dans la même situation que c'est difficile de savoir si c'est le même joueur ou pas, parce qu'il touche quasiment aucun ballon similaire finalement. À la Lazio, il peut faire de l'appui-remise, mais quand il fait l'appui-remise, c'est en gros avec la défense sur le dos, avec, 20-25 mètres d'espace à attaquer. En gros, il va faire son appui, il va tout de suite partir en profondeur. T'as eu 2-3 séquences comme ça en première période côté italien, je crois que t'en as eu une en deuxième, mais c'est relativement rare que vraiment les 4 Autrichiens sortent, te laissent de la profondeur sans récupérer. C'est-à-dire que Hinteregger, par exemple, défendait souvent en avançant, mais il récupérait le ballon souvent. En tout cas, il te forçait à faire une passe un petit peu casse-croûte. Donc du coup, t'avais pas cette profondeur à attaquer derrière. Mais sinon, Immobilier, c'est vraiment son truc, c'est l'appel dans le bon tempo, le contrôle et la frappe, quoi. C'est vraiment, entre guillemets, toujours la même chose. Alors après, il le fait tellement bien que du coup... Alors c'est pas comme Robben, dans la mesure où il a besoin d'un contexte différent, mais sur la science des appels, il est quand même très très fort. Alors c'est généralement des appels axiaux. Sur du Cavani, un peu, Christophe, en termes de profil, si on devait comparer. Oui, non, c'est ça. Il a pas la tête au premier poteau, il est sans doute plus adroit, un peu plus véloce peut-être, moins de répétition des efforts sur le pressing, mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Mais bon, déjà, il n'était pas du tout dans mon équipe type à moi, hein, soyons clairs. Malgré les buts qui en plus, il en a mis 2, je crois, il n'en a pas mis non plus 50. De la poule, hein, j'ai précisé. Oui. Même de la poule, bon, j'étais pas... Tu t'es désolidarisé? Enfin, en fait, c'est faute de mieux, quoi, à la rigueur. Mais de toute façon, j'étais pas là sur cet épisode, hein, donc du coup, c'est beaucoup plus facile de me désolidariser, parce que magnifique. Les gens savaient que j'étais pas là pour réagir. Mais non, déjà, t'as pas forcément les mêmes profils de passeurs, mais voilà, encore une fois, il a pas du tout les mêmes espaces à attaquer. Il est pas forcément médiocre ou mauvais quand il a pas de profondeur et qu'il doit être touché à 20 mètres du but, mais il est pas... entre guillemets, pas au niveau de l'Italie, mais de toute façon, son concurrent, c'est Bellotti, qui a joué le maintien avec le Torino et qui est en régression quand même depuis 3 ans.
on le sait, et puis de toute façon les statistiques d'Immobilier en sélection sont très parlantes, et limite son euro, je trouve, par rapport à ses standards, est même un peu meilleur que d'habitude finalement. Je pense à une solution peut-être impossible, en tout cas qui n'arrivera jamais, mais est-ce que vu le style de jeu de cette Italie, alors après ils vont jouer contre des équipes de plus en plus fortes, donc ils auront peut-être de moins en moins le ballon, mais est-ce que dans l'idéal il faudrait pas refaire ce que faisait un peu Ancelotti à un moment, c'est-à-dire de mettre Insigne dans l'axe, ou même tu vois un peu en faux neuf, même ce que faisait Sarri avec Mertens, et de mettre Chiesa à gauche, Berardi à droite, ou inversement, tu vois. Parce que là, Immobilier dans un match comme ça, c'est... En première mi-temps, en tout cas, il ne sert à rien. En deuxième, à la limite, quand il y a plus d'espace, oui. Mais en première, à part perdre des ballons dans les zones où c'est plutôt facile pour un mec doué balle au pied. Moi, j'ai une autre formule à proposer si tu dois te passer d'Immobilier. On verra ce qu'en pense Christophe. C'est toujours dans cette optique de faux numéro 9. Mais là, dans ce cas, je sors Insigne aussi. C'est d'avoir Pessina titulaire dans la zone la plus avancée et Chiesa et Berardi devant, qui sont côté, une sorte de losange en fait. Avec un Pessina qui serait entre les lignes et les deux autres pour attaquer l'espace et la profondeur. Mais on est vraiment dans la fiction, oui, à l'heure actuelle, je pense. Mais Pessina, très bonne entrée, j'ai trouvé, pour le coup. Oui, le mec qui devait pas être à l'Euro, il fait plutôt un bel Euro jusque-là. Mais c'est vrai que si l'Italie avait un 9 complet, enfin si l'Italie avait, par hasard je dis encore comme ça, mais un Lukaku de haut jeu, là ça aurait été une autre histoire sur pas mal de séquences de la première période. Et en plus il aurait été assez véloce pour attaquer la profondeur en deuxième. Donc l'Autriche aurait été un peu plus embêtée. Autre performance individuelle, Verratti, Flo. Je reste avec toi, tu avais une stat sur ses ballons perdus qui sont peut-être un peu plus élevés que d'habitude, mais il a quand même été, je suis en train de regarder, il a quand même des bonnes stats, il a quand même été assez présent. Alors il est sorti, comme souvent d'ailleurs, il revient de blessure, mais il est sorti assez vite dans le match, en même temps que Barella à la 67e. Qu'est-ce qu'on a à dire de cette performance, en sachant qu'il y avait encore débat avant le match entre lui et Locatelli? Ouais, 13 ballons perdus au total j'ai sur SofaScore, notamment 8 dans des duels, tu sais, les ballons perdus de WhoScored, là où c'est les loss of possession, soit dans un duel, soit sur un mauvais contrôle. C'est quand même pas anodin, c'est quand même pas habituel de sa part. Je l'ai vu avoir quelques soucis face à l'agressivité de Schlager, notamment, plusieurs fois en première mi-temps, se faire attraper la balle dans les pieds et finalement perdre le ballon tout simplement. Par contre, là où je l'ai trouvé intéressant, c'est qu'il s'est beaucoup plus rapproché de la surface quand même par rapport au match qu'il peut faire au Paris Saint-Germain ou habituellement. Peut-être qu'au fil du match, il s'est un peu trop collé à Jorginho. Des fois, il faisait un peu doublon, les deux sur la même ligne. Mais c'est vrai que le voir aussi haut et aussi près de la surface, c'est pas forcément habituel et c'est intéressant, même si c'est vrai qu'à l'intérieur de la surface, il peut pas avoir l'impact qu'a Locatelli quand il rentre et qu'il met ses buts. C'était contre la Suisse, du coup, son doublé, il me semble. Donc il manque cette qualité de frappe, cette qualité de finition. Néanmoins, oui, je crois que c'est un des joueurs, j'ai vu passer la stat tout à l'heure, les plus créatifs, à la dernière passe sur cet Euro, qui en a le plus, malgré seulement 135 minutes de jeu. Je crois qu'il y a que Daniel James qui a créé le plus de situations que lui, ou quelque chose comme ça. Je vais essayer de retrouver la stat. Mais bon, on l'attendait un petit peu individuellement face au pressing autrichien. Et il en est sorti plusieurs fois, mais il s'est aussi fait attraper plusieurs fois par Schlager ou Leimer, qui était globalement dans sa zone. Et ça, c'était petite surprise. C'est marrant, Christophe, de voir qu'il y a des bancs entre Locatelli et Verratti sur l'utilisation et les rôles qu'ils peuvent tenir, alors qu'à Sassuolo, finalement, Locatelli joue dans des hauteurs similaires à Verratti, et même parfois plus bas que Verratti cette saison. Ouais. Il joue à 2 dans un milieu avec Maxime Lopez ou autre, et il est beaucoup plus à la construction qu'à la finition, même s'il a 4 buts. C'est-à-dire que c'est pas un mec qui va débarquer dans ta surface toutes les 30 minutes. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, là, il y a quand même une vraie interrogation côté italien, parce que de par leur rôle, leur niveau, leur profil, tu peux quasiment pas sortir ni Barella ni Jorginho. En tout cas, tu peux les sortir en cours de match, mais tu peux pas les sortir du 11. Et le souci, c'est que en fait, Verratti, sur ce qu'il te montre là pendant une heure, à la fois il crée beaucoup, il ratisse aussi des ballons, vraiment, tu le vois, il est toujours disponible, mais il va quand même, je trouve, beaucoup dans les pattes de Jorginho, et sur un match comme ça, tu te dis, il faudrait plus de création, mais à la fois Locatelli
a quand même cet aspect attaque de l'espace, un peu plus de mobilité, capable d'évoluer un cran plus haut, plus de menaces aussi sur les frappes. On l'a vu, au-delà de ses buts, on sait que c'est quand même quelque chose que Verratti a beaucoup moins que Locatelli. Donc c'est vrai que là-dessus, Locatelli apporte quelque chose de différent, un peu moins doué pour sortir de la pression juste sur le côté j'y résiste. C'est-à-dire Locatelli va plus être dans le mouvement, très disponible. Je me propose, je dézone, appui, remise, etc. Alors que Verratti peut ne pas bouger et l'éliminer comme ça, juste sur un contrôle, un appui, un dribble. Maintenant, tu peux aussi te dire, est-ce que tu peux même pas y envisager, alors je pense que la question se posera plus forcément vu le tableau, mais carrément un troisième profil qui sera encore plus créateur que tu ferais descendre là. Sur un match comme ça aurait pourquoi pas pu être utile, parce que ouais, tu manquais un peu de beaucoup de choses dans le dernier tiers, mais par rapport à ce qu'évoquait Florent tout à l'heure sur, en gros, est-ce que tu mets Pessina, etc. Je trouve que t'as même... Alors, je suis pas sûr que Immobilier soit suffisamment mauvais pour que ça mérite, entre guillemets, de le sortir du 11. Non, mais je veux dire, la question pourrait se poser, mais même là, je pense que dans tous les cas, elle se posera pas. Mais même si tu veux le sortir, tu vois, t'as même pas de candidat absolu pour être un peu faux numéro 9, avec Chiesa sur le côté. Moi, dans l'absolu, j'aimerais bien, je me dis... Bon allez, tu mets Chiesa sur le côté, tu mets quoi, Bérard Diax qui décroche, non ça fonctionne pas tellement, enfin tu fais Insigne, oui mais bon Insigne il est quand même déjà bien à sa place, et qui est-ce que tu mets couloir gauche, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations sur cette articulation là, mais j'ai envie de dire que c'est même pas pour moi le vrai problème de cette Italie, c'est-à-dire que ça aurait pu être le problème de ce soir, ça aurait pu suffire à une sortie de route, parce qu'il y a quand même un but hors jeu, vous le disiez, de vraiment pas grand-chose, et j'ai l'impression qu'il y aurait eu penalty s'il n'y avait pas non plus hors jeu là sur l'espèce de coup franc au deuxième poteau sur Pessina, donc ça fait quand même deux situations où l'Italie aurait pu sortir, mais moi ce qui m'embête surtout c'est finalement ce plafond que je vois vraiment pas si haut pour l'Italie, à partir du moment où j'ai l'impression qu'elle est incapable de récupérer une balle si elle fait pas de pressing à la perte, quoi. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est en bloc médian, comment est-ce que cette équipe récupère la balle ? T'as quand même des séquences où peut-être que c'est calculé, mais l'Autriche fait circuler de droite à gauche, essaie de construire, et l'Italie peut avoir des temps faibles comme ça de 5-10 minutes, et tu dis si c'est l'Autriche ça va, tu fais la même chose face à la Belgique, dans ce temps faible-là, il y aura forcément un but encaissé. Donc moi c'est plus ça qui m'embête, c'est une fois que l'Italie ne met pas la main sur le match, à la limite, qu'elle mette la main sur le match, qu'elle soit pas réaliste, pourquoi pas, c'est embêtant, ça peut poser souci, mais t'es quand même en contrôle de ton destin. Là, j'ai l'impression que cette Italie-là peut assez vite ne pas dominer le match. C'est-à-dire que si elle joue l'Allemagne, elle peut subir la même chose que le Portugal. C'est-à-dire de jamais réussir à faire reculer l'Allemagne. Ouais, peut-être en réussissant à résoudre le problème de la largeur, mais oui, sur le rapport de force, oui, c'est le calque que tu peux avoir sur le côté, ton milieu de terrain est un peu trop passif et n'a pas forcément les bons déclencheurs pour réussir à récupérer la balle. Par contre, globalement, juste pour évoquer, puisqu'on parle des temps faibles de l'Italie, j'ai été très agréablement surpris par l'Autriche en possession pour tenir la balle, notamment de très bonnes passes des deux défenseurs, Dragovic et Hinteregger, que je connaissais pas vraiment ayant ces capacités-là en fait. De ce bon pied, alors Hinteregger un peu plus, mais Dragovic a claqué des passes, vous voyez, des passes profondes qui permettent de rentrer bien dans la moitié de terrain adverse, notamment soit à l'intérieur, soit profonde vers un latéral qui est avancé sur le terrain. Et avec Grilic pour un petit peu organiser tout ça comme on l'espérait, ça a été plutôt intéressant, l'Autriche avec ballon j'ai trouvé en possession. Un point rapide sur le look de Grilic, oui ou non? Il ressemble beaucoup trop à Adrien Rabiot. Il y a vraiment un truc, pour moi c'est plus le même joueur, c'est-à-dire qu'il a plus du tout la même dégaine. Au début j'ai même pas reconnu, je me suis dit mais attends, c'est le mec qu'on kiffait à Offenheim là, et j'ai pas réussi à le reconnaître au début. Mais oui, en effet, tu l'as dit mais il y avait déjà des temps de possession en première, mais qu'est-ce qui a changé en deuxième pour que ça bascule autant côté autrichien? Est-ce que c'est de l'intensité? Est-ce que c'est un réajustement? Est-ce que c'est un peu plus de bagarre? Ce qui fait que les Italiens ont moins récupéré. Qu'est-ce qu'ont bien fait les Autrichiens en deuxième? J'ai l'impression qu'en fait, tout simplement, quand ça défendait plus en avançant. Typiquement, les centraux essaient de devancer pour couper avant que ça arrive sur Insigne, Berardi, Immobilier, selon les zones. Ça, c'est la première chose. Ça sortait peut-être un petit peu mieux avec Grilic, mais à la limite, ça, c'est secondaire, parce que je trouvais que dans tous les cas, le pressing italien, tu pouvais assez vite le faire reculer finalement en passant de droite à gauche sans forcément chercher à le casser. Juste tu faisais tourner, tu faisais central, ça remet en appui sur Grealish qui remet sur Alaba ou sur Liner, et l'Italie avait tendance à reculer, donc déjà ça réglait un petit peu le problème et du coup tu pouvais plus facilement t'installer. Mais sinon
pour moi, hein, après, il faudrait peut-être revoir le match, hein, mais c'est entre guillemets juste de l'agressivité, quoi. C'est-à-dire Schlager, Leimer, Baumgartner peut-être, mais surtout ces deux-là, qui sortent beaucoup plus au-delà des centraux sur le temps de passe et qui vont réussir à intercepter la balle, ou en tout cas à vraiment gêner le porteur avant qu'il ait le temps de résister et d'éliminer cette pression-là. Pour moi, c'est vraiment ça. Et puis, c'est pas forcément une surprise, hein, c'est le profil de ces joueurs-là. Leimer qui est même dans un rôle qu'il connaît pas forcément en étant dans le couloir, mais qui court partout. Pour moi, qui court vite en plus. Qui court très vite. Ouais, qui court trop vite pour son look. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que quand il a le barbu comme ça, un peu costaud d'épaule et tout, pas très élégant, qui court aussi vite, ça m'étonne à chaque fois. T'as l'impression qu'il va toujours trop vite par rapport à sa dégaine. Mais il est énorme en termes de course sur 15-20 mètres. À un moment, je sais plus, il met 10-15 mètres à un joueur sur le côté droit, sur une espèce de contre-attaque, là, je crois que c'est en deuxième période. Et une fois qu'il est lancé, c'est assez exceptionnel ce qu'il est capable de faire. C'est pas étonnant que du coup, il s'éclate dans les modèles de jeu Red Bull. Si on le surnomme, c'est Julien au départ qui le surnommait le Messi du pressing, c'est littéralement parce que sur les stades de pression, il avait le double du deuxième, quoi. Il écrasait, alors pas cette saison vu qu'il n'a pas joué, mais la saison dernière, il me semble, la saison d'avant aussi, il est monstrueux et il faut bien que ça vienne de quelque chose, quoi. Il y a effectivement la capacité à bien sortir, parce que du coup ça prend en compte les récupérations qui suivent les mises sous pression de l'adversaire, mais c'est sûr qu'il y a cette capacité à répéter les efforts et à sortir vite qui est assez embêtante. Mais alors peut-être que l'Italie aurait pu trouver de meilleurs circuits de jeu, mais j'ai l'impression qu'on lui a plus retiré des choses qu'elle ne s'est mise à mal jouer, quoi. J'ai l'impression que simplement on lui a aussi un peu enlevé on va dire la facilité à trouver Spinazzola, quoi. En gros, bon, il n'y avait pas vraiment de couloir droit. Berardi était un petit peu tout seul. Et donc, il suffisait, entre guillemets, à nouveau, de vraiment bien charger le couloir vers Spinazzola, Serbi, Verratti, Insigne. Je ne vais pas dire que tu contrôlais tout le match, mais c'est sûr que c'est pas vers Di Lorenzo que ça allait se passer du couloir droit. Et c'est encore un match, Flo, où la question des latéraux, des pistons, selon le système, aura été très importante. C'est un Euro où les pistons sont capitaux dans beaucoup d'équipes, sauf pour l'équipe de France. Quasiment la seule équipe de l'Euro qui sait pas quoi faire de ses pistons et qui, de toute façon, n'en a pas vraiment. On va voir peut-être du prochain match. Mais du côté autrichien, il y avait donc Alaba qui avait démarré la compète centrale, et vraiment centrale, dans une défense à 3, qui là était latéral gauche. Et du côté italien, il y avait Di Lorenzo, qui est un profil beaucoup plus adapté pour vraiment jouer couloir et déborder parce qu'il va très très vite, et qui a joué quasiment 3e central en possession. Oui. Lequel était le plus mal utilisé? C'est la question que j'ai envie de te poser. En fait, le problème d'Alaba, c'est que il est vieux. Je sais pas si c'est qu'il est vieux, mais en fait, tu vois cette équipe d'Autriche, tu vois l'effectif, tu vois Alaba, tu te dis, Alaba, ça doit être le meilleur joueur de l'équipe, ou le deuxième meilleur joueur de l'équipe, peut-être derrière Sabitzer. Et là, si tu prends les performances ce soir individuelles côté autrichien, Alaba, vous le mettez à quel niveau? Est-ce que c'est le 9e, le 8e meilleur joueur autrichien ce soir? Si tu prends toute l'équipe. Je dirais 8, peut-être. C'est le moins bon des 4 derrière, je pense. Ouais, avec Leiner, ça peut jouer. Leiner a eu un peu de mal, Mais sinon, Arnautovic, quoi. Après, tu vas peut-être chercher Baumgartner, encore que, je sais pas, Baumgartner fait pas d'erreur, quoi, il fait son taf. Mais en fait, je trouve qu'il a plus du tout la vélocité et l'agilité pour jouer latéral gauche, mais vraiment plus. Il est peut-être à force d'avoir changé de poste et d'avoir basculé sur d'autres fonctions. Mais là, tu vois, je l'ai trouvé. Et je dis vieux par rapport au temps qu'il a passé sur les terrains, en fait, parce qu'il est pas si vieux. Il est pas si vieux de manière brute, mais il a démarré jeune. Il aura 15 ans à l'Austria, je crois, en tant que milieu offensif. Ouais. Il a énormément de minutes derrière lui, et là, je l'ai trouvé pas tonique, Flo, pas mobile, pas capable de déborder. À un moment, il essaye de déborder, il se fait attraper très vite. Ouais, tu sens qu'il a plus la vélocité qu'il pouvait avoir avant, quoi. Sur la cadence d'appui aussi, quand il porte le ballon, ou des choses comme ça. Tout ça, ça semble un petit peu loin maintenant. Et c'est vrai qu'en tant que latéral, alors comme le disait Christophe tout à l'heure, Leiner n'a pas non plus fait un grand match, mais en termes d'apport offensif, tu prends l'un ou l'autre, il y a quand même, la différence est assez énorme sur l'ensemble de l'Euro, ou sur les 2 matchs qu'ils ont fait. Ou sur les 2 matchs qu'Alaba a fait latéral. L'action offensive d'Alaba, c'est quand il va gagner le centre 2e poteau sur Di Lorenzo. Ouais. Et qui fait presque passe D pour Arnautovic et qui a hors-jeu. Ce qui me fait une bonne transition vers Di Lorenzo. Je sais pas lequel de vous deux est le plus intéressé par cette question, mais je ne sais pas quoi penser de cette utilisation de Di Lorenzo.
qui pourrait être aussi offensif que Spinazzola et qui là est troisième central en possession parce que Spinazzola prend le côté gauche et Berardi le côté droit comme on avait déjà vu de la part de l'Italie sur les matchs de poule, sauf que ça avait démarré avec Florenzi. Et la question que je veux te poser, Christophe, c'est pourquoi c'est pas juste un troisième vrai central qui joue à la place de Di Lorenzo? Bah, tu peux même te poser la question de savoir est-ce que si tu mets Toloi à ce poste-là, il serait pas plus offensif que Di Lorenzo et plus à son poste sans ballon en fait. Après, est-ce que tu le laisserais être offensif? J'ai l'impression que les centraux ont pas trop le choix aussi. Oui, c'est pas faux, mais là j'ai l'impression que tu brides un mec qui est plus offensif en le concentrant sur les tâches défensives qui sont pas forcément son fort, au lieu de prendre un mec... En gros, tu retires une fonction à quelqu'un pour le mettre dans une case, au lieu de mettre Toloi, dont c'est la case de départ. Alors après, tu peux lui dire, bah écoute, ne fais pas le fameux dépassement de fonction, même si encore une fois... c'en est pas forcément un puisque c'est ce qu'on lui demande à l'Atalanta, donc peut-être que si à l'Atalanta on lui disait pas de dédoubler etc, il resterait bas. Après tu peux aussi te poser la question de savoir, enfin moi ce troisième central en possession, je suis pas toujours client. Di Lorenzo était plusieurs fois monté quand il remplace Florenzi sur le premier match et il avait beaucoup apporté en deuxième, ouais. Ça avait été lui la grosse différence en deuxième contre ouais, pour moi, cette sécurité, elle sera sans doute valable au tour suivant, donc du coup, ça sert à rien de faire une heure sur dire t'as pas besoin de troisième central en possession si la question ne se pose plus, mais sur ce match-là, vraiment, plusieurs fois, je me dis oui, bon, est-ce que c'est véritablement pertinent? Est-ce que t'aurais pas besoin de quelqu'un qui, justement, en montant, se fixe à une position un peu plus haute quand le ballon est perdu, et du coup t'aidera à récupérer le ballon plus haut, en fait, vu que ton rideau médian, pour moi, il n'était pas suffisamment solide, plutôt que de te faire à moitié transpercer, d'avoir une sécurité, bah essaye de pas te faire transpercer, et réduis légèrement ta sécurité. En tout cas, moi, c'est ce que je m'imaginais devant le match, quoi. Faire une Christensen, en fait. Oui, c'est ça, totalement. Après, c'est exactement ce qu'a fait le Danemark. C'est sûr que c'est pour ça que je l'avais en tête aussi, c'est parce que 2 heures avant, t'avais un mec qui faisait totalement différemment, alors que c'est encore moins son poste de départ que Di Lorenzo. Après, oui, comme tu le dis, Christophe, je sais pas si les centrales droits sera autorisé à monter de toute façon, vu le niveau des équipes qui arrivent, et en plus parce que c'est le côté où t'as Barella, et Barella ne joue pas tout près de Jorginho, alors que Verratti, de l'autre côté, joue près de Jorginho. Donc c'est déjà en quelque sorte une couverture. Vu qu'ils sont proches les deux les uns des autres, tu peux les... C'est pour ça que d'ailleurs Acerbi est monté plus que Di Lorenzo. Il y a des séquences où il a apporté offensivement, notamment où il inverse un moment avec Verratti et il avance. Et pour rebondir sur Toloi joue le match face au Pays de Galles, justement. Il joue dans cette position-là, de latéral qui devient central en possession. Et bon, je sais plus s'il avait été exceptionnel, il n'a pas une note fabuleuse sur SofaScore. Mais en tout cas, ça a déjà été testé, quoi. Voilà. On va parler de la prolongation quand même rapidement, Flo. T'as parlé de Chiesa, on peut parler de Pessina. Il y a cette occasion, ce but presque d'Arnautovic dans le temps réglementaire qui est mis pour hors-jeu. Il y a Kalasic qui revient. Qu'est-ce qu'on garde de cette prolongation, la première prolongation de cet Euro? Que ça a quand même basculé assez vite en faveur de l'Italie sur la prolongue. Ils ont réussi à mettre le coup d'accélérateur suffisant pour faire la différence. Je t'avoue que la deuxième mi-temps de la prolongation, je l'ai raté parce que j'ai eu un problème animal dans mon salon. Donc j'ai pas vraiment vu comment l'Autriche est revenue. J'ai vu le but sur corner avec cette petite tête très maligne. Mais sinon globalement, en fait, c'est toujours ce truc sur les fins de match où c'est vrai par contre que je sais pas si vous avez eu cette impression aussi. Sur la deuxième mi-temps, au fil des minutes, tu sentais quand même que physiquement, de part et d'autre, le rythme, ça baissait pas mal. Enfin, j'ai trouvé en tout cas. Et l'Italie a réussi, je pense, à redémarrer plus rapidement que l'Autriche sur la prolongation pour faire la différence. Mais sinon, globalement, c'est surtout joué à l'énergie, quoi. Et là, c'est vrai que alors que j'entends un animal aussi chez Raphaël. Ouais, c'est le mien, ouais. Mais c'est vrai que l'entrée de Chiesa a changé, je pense, pas mal de choses au niveau de la ligne d'attaque italienne et peut changer peut-être la suite de l'Euro pour elle. Christophe, Chiesa, est-ce que c'est pas le joueur en qui t'as le plus confiance au moment de le faire entrer en Europe? J'ai l'impression que le mec est incapable d'entrer mollement. Alors non, puisque le joueur en qui j'ai le plus confiance en entrant, c'est Luis Muriel, qui est décisif toutes les 46 minutes cette saison. Ouais, mais t'as la variable Atalanta aussi qui fausse toutes les données, tu vois. C'est un peu comme le championnat hollandais.
C'est vrai, mais les autres rentrants, tu vois, Sam Lammers aussi rentre pour l'Atalanta, il est nul. Donc, on reparlera de l'Atalanta tout à l'heure, t'inquiète pas. Je crois 22 buts et 6 passes D en 1400 minutes, quelque chose comme ça en Serie A. Non, ces stats sont absurdes. Vraiment pas mal. Non, mais sinon, oui, Chiesa, je vais pas dire que c'est enfin, tant mieux qu'il soit décisif quand il rentre, mais parfois je me demande même si ça le pénalise pas sur le côté. Tu vois, en gros, si le mec est bon 3 fois de suite en le faisant rentrer et qu'il est pas bon la fois où tu le mets titulaire, du coup, ça peut-être l'enfermer dans ce rôle-là. Mais c'est vrai que, bon, déjà là, finalement, vu la minute où il rentre, il aurait pu rentrer plus tôt, mais ça lui fait quand même 35 minutes, donc finalement, c'est pas que 5 minutes, il aura quand même eu l'occasion de montrer les choses, et peut-être la fois suivante, avoir les 30 minutes, mais en rentrant à la 60e pour plier le truc à la 90e. Mais oui, non, très intéressant. Après, c'est plus facile, je pense, de rentrer dans un match comme ça. Dans tous les cas, il est bon. Mais dans un match comme ça, où les Autrichiens ont l'air quand même un petit peu cramés, où lui apporte quelque chose de totalement différent par rapport au titulaire qui remplace. Donc du coup, c'est sûr que Berardi, c'est quand même un joueur qui ne prend pas trop la profondeur, qui aime avoir la balle dans les pieds fixée. Il peut dédoubler, etc. Mais bon, il a quand même tendance à mettre le pied sur le ballon. De faire rentrer Chiesa, c'est sûr que ça apporte un dynamisme, une vivacité, et ça change les repères des défenseurs. Donc oui. Dans tous les cas, je pense que même si je suis un peu mitigé sur l'Euro que fait Berardi, et je pense que Chiesa peut énormément apporter. Je suis quand même tenté de laisser Berardi pour l'instant, ne serait-ce que parce que si t'as quelqu'un qui prend trop la profondeur dans un couloir ou t'as Barella qui est un peu seul, ça peut risquer d'être embêtant sur le plan de la couverture si, entre guillemets, il quitte sa position vraiment tout le temps dans la profondeur. Du coup, il faudrait gérer une grosse zone dans son dos. Mais je trouve qu'il est rentré très tard, mais de toute façon, je voyais sur Twitter, tous les gens demandaient à ce qu'il rentre plus tôt, donc là-dessus, il n'y a pas de, entre guillemets, il n'y a pas de surprise, parce que même à la Juve, tu vois, dans le match face à Porto, c'est le seul joueur que je retiens la double confrontation, quoi, côté Juve. Il y a un petit côté Dirk Kuyt, je trouve, chez lui. Dans le côté pas très élégant, mais qui défend beaucoup, qui cravache, qui peut faire des appels dans la profondeur, qui est capable de bien finir. Parce que son but, alors il y a eu des beaux buts à cet Euro, mais je trouve son but exceptionnel. En termes d'enchaînement technique et de finition dans un angle fermé puis gauche. Je sais que je te l'ai spoilé, Cri, mais est-ce que t'as quand même pu prendre du plaisir en voyant le but ? Ouais. Je me suis dit que c'était une Bergkamp low cost. C'est-à-dire qu'il le fait en rabattant et au lieu de le contrôler, de le maintenir en l'air, mais ça ressemblait un petit peu, pareil, la transversale, c'est pas la même que celle de Debourg, mais ça ressemble quand même un petit peu, vaguement, un cousinage avec le but de Bergkamp face à l'Argentine, qui est quand même l'un des plus beaux buts du foot international. Mais non, si, très joli. En fait, alors, je pense que c'est parce que tu me l'as spoilé, mais en gros, quand il commence le geste, j'ai l'impression qu'il y a une sérénité dans le fait qu'il va réussir à conclure. Voilà, à aucun moment tu le sens paniquer, il y a une vraie maîtrise technique. Ce qui change de son sosie barbu, qui est toi, où il y a beaucoup moins de maîtrise technique dans les gestes. Mais non, très, très beau geste. Après, juste pour compléter ce que disait Flo, parce que je pense qu'on n'y reviendra plus, en gros, sur la deuxième partie de prolongation, il y a quand même une incapacité italienne à mettre le pied sur le ballon, qui, j'ai l'impression, parfois a été voulu, mais du coup, c'était un peu du but à but à un moment, et l'Italie voulait absolument mettre peut-être pas le 3-0, mais en tout cas, quand ça revient à 2-1, ça veut mettre le 3-1. Et tu peux, alors t'as pas non plus d'énormes occasions, enfin Sabitzer en a une, il me semble, il n'y a pas non plus 1 milliard d'occasions d'avoir le 2-2, mais il n'y a pas cette maîtrise-là non plus, et enfin la prolongation était hyper animée, mais personne n'avait de contrôle, et ça m'a fait penser, parenthèse, que des prolongations comme ça, si on en a plus en Ligue des Champions avec la fin du but à l'extérieur, moi je les prends, hein. Je vais pas dire qu'il y en aura, non mais, même blague à part, mais là les dernières prolongations qu'il y a eu, à la fois en Ligue des Champions, t'avais l'Atlético Liverpool et le Porto Juve qui était vraiment pas mal. Là, t'as celle-ci. En tout cas, la tendance récente, après des années à avoir des prolongations où tout le monde essaie d'aller au tir au but, j'ai l'impression que ça s'anime vraiment. Je sais pas si c'est lié à la question physique ou du coup tout le monde plus personne ne calcule ou autre. Mais j'étais un peu au bout de ma vie entre la 80e et la 92e. Et finalement, la prolongation, je l'ai plutôt appréciée en fait. Et même à 2-0, je me dis, bon, bah c'est plié. L'Autriche a quand même ce sursaut et peut encore y croire, alors que ça faisait rentrer un peu tout le monde, des joueurs a priori bien moins bons que les titulaires, mais juste pour dire de mettre du sang frais et un peu de brouiller les cartes, quoi. Ouais, l'Autriche qui aura fait entrer les 6 joueurs possibles, et Mancini seulement 5. Je suis en train de regarder ça. Ça risque d'arriver à nouveau dans cette compétition.
Voilà, je pense qu'on a fait assez long pour cette rencontre. On va pouvoir passer au match entre le Pays de Galles et le Danemark, où on va beaucoup plus parler du Danemark que du Pays de Galles. Je pense qu'on est assez d'accord. Victoire 4-0 du Danemark, but de Dolberg à la 27e, de Dolberg à la 48e, de Joachim Mæhle à la 88e et de Martin Braithwaite, l'attaquant du FC Barcelone, à la 93e, sur une passe de l'ancien bordelais Andreas Cornelius, la Corneille, qui a fait une des grandes entrées de cet Euro. Pas du niveau de Chiesa, mais une belle entrée. Et qui a foutu en l'air ton pari, du coup, ce dernier but. Oui, parce que c'était 1-2 ou 3-0. Je m'en suis rendu compte 2 heures après, donc j'ai vu le but, je me suis dit, tant mieux pour le Danemark. Et en fait, après, posteriori, j'étais très très mécontent de ce but qui aurait dû être refusé pour valider encore un de mes paris. Les stats sont évidemment globalement à l'avantage du Danemark. Et je vais donner les compos. Du côté du Pays de Galles, Ward dans les buts, derrière Davis, Rodon, Mefam, Roberts. Je suis allé de gauche à droite, ne vous énervez pas. Joe Allen et Morel au milieu de terrain. À droite, cette fois, Gareth Bale. À gauche, Daniel James. En 10, Aaron Ramsey. Et devant, l'armoire Kiefer Moore, qui a pris un carton jaune et qui aurait raté un éventuel quart de finale. Du côté du Danemark, Kasper Schmeichel dans les buts. Une défense à 3, Vestergaard, Kjær, Christensen. À droite, Larsen. Dans l'axe, Højbjerg et Delaney. À gauche, Joachim Mæhle, Braithwaite et Damsgaard. Derrière, Kasper Dolberg. Donc 2 Kasper du côté du Danemark. Et là, Flo, tout ce qu'on avait dit sur le Danemark depuis le début de la compétition, sur ce qui avait été bien, on l'a vu. Oui. On l'a vu dans le même match, on a vu les performances individuelles des meilleurs joueurs du Danemark dans le même match. C'était le package aujourd'hui. Ouais, le package, même si l'entame a été un petit peu difficile, oui. Les 10-15 premières minutes sont un peu compliquées parce que le 4-3-3 des Gallois est bien calqué sur la ligne de 3, la ligne de 3 danoise, et il y a du coup un surnombre en faveur des Gallois au milieu de terrain. Donc leur pressing fonctionne pas trop mal, et les Danois, un peu comme face à la Russie, ont passé les 10-15 premières minutes à jouer très souvent long, peut-être pour tester la défense galloise, je sais pas, mais je pense que c'était... ça collait pas à leurs habitudes, à ce qu'on a vu après. Et puis, aux alentours de la 10-15e minute, il y a ce changement avec Christensen qui passe dans le milieu et qui permet de régler les problèmes danois. Et là, tu vois enfin, au bout de 15-20 minutes, le jeu de position des Danois se mettre en place. Tu vois bien un 2... comment c'était ? C'est 2-4-2-1 qui se dessine. C'est-à-dire que tu avais les deux centraux, tu avais Kjær et Vestergaard. Au milieu, tu avais Højbjerg avec du coup Christensen et un Delaney qui montait un peu plus haut, qui faisait le lien entre ces deux-là et la ligne d'attaque. Et puis devant, tu avais Damsgaard avec Braithwaite derrière Dolberg. Et ensuite, évidemment, sur les côtés, les latéraux qui apportaient, dès qu'ils en avaient l'occasion, et qui portaient la balle. Et le premier but est magnifiquement construit, même si on finit pas sur une position de tir optimale pour Dolberg, puisqu'il tente de l'entrée de la surface. La manière de lui créer l'espace avec à la base une passe incroyable de Mæhle qui trouve Damsgaard en appui, je crois, je sais plus qui est-ce qui fait l'appui entre les lignes, mais bref, cette action là ça lance le match du Danemark. Et une fois ce premier but marqué, on a revu l'équipe qui nous avait enchanté sur les premiers matchs. Et pour donner une info, c'est au-delà des 4 buts marqués, le Danemark aujourd'hui c'est 7 grosses occasions créées, ce qui je pense est peut-être un record depuis le début de cet Euro, par exemple. Oui, d'ailleurs à l'inverse, j'ai oublié de donner une stat, mais sur le match Italie-Autriche, l'Italie n'a centré aucune fois en première période, et c'était la première fois lors d'un Euro qu'une équipe ne centrait aucune fois lors d'une première mi-temps. Donc c'était pour montrer un peu le jeu extrêmement intérieur de l'équipe d'Italie, qui a trouvé un peu plus de largeur au fil du match. Christophe, est-ce que c'était on avait dit que l'Allemagne était peut-être la meilleure performance collective contre le Portugal, est-ce qu'elle a été devancée par cette performance collective, où le score est peut-être un peu trop flatteur, même si c'est vrai que Flo a dit il y a beaucoup d'occasions? Je pense que c'est l'une des plus belles prestations collectives, effectivement. C'est celle qui m'a le plus convaincu, même si de base j'étais dans tous les cas convaincu par ce que faisait le Danemark. Par rapport à celle de la Turquie, tu la passes où? Je veux plus parler de la Turquie. La Turquie n'est jamais... Mais tu sais que j'ai déjà oublié la match, entre le Italie-Turquie et le Italie-Suisse, par exemple, j'ai aucun souvenir du Italie-Turquie. Vraiment, ces matchs n'ont jamais existé pour moi, à part le Turquie-Suisse, mais parce que c'était un match où tout le monde était bourré, mais sinon j'ai tout oublié. Non, mais le truc, c'est que le Portugal-Allemagne, je comprends toujours pas
le projet portugais en fait. Je sais pas, visiblement le sélectionneur leur avait dit de quoi se méfier, et a dit oui, mais on était tout à fait briefé. Heureusement, vu que même sur Copa Arena, on l'avait écrit 3 jours avant, donc j'imagine bien que le sélectionneur était quand même briefé sur ce qu'allait faire l'Allemagne. Ça avait jamais été réglé. Autant là, alors, le Pays de Galles est vraiment pas bon sur ce match-là, mais même de manière générale, je trouve pas si fort que ça. C'est-à-dire, ils sont vraiment pas bons par rapport au niveau d'un 8e de finale, et pas très forts par rapport au niveau global de l'Euro. Je pense que simplement là ils sont passés au révélateur d'une sélection meilleure que certaines de celles qu'ils avaient affrontées au premier tour. Mais là en fait pour moi c'est le Danemark qui crée les problèmes et pas juste un déséquilibre structurel sur un point précis que l'adversaire n'arrive jamais à régler. C'est-à-dire que je pense que si le Danemark s'adapte peut-être en passant à 5, je suis sûr que le Danemark aurait trouvé d'autres solutions. En fait c'est pas juste ce point précis sur lequel on insiste en se disant bah ça passe à chaque fois donc on va continuer. Même si y a cette résolution de problème avec Christensen qui passe au milieu vers la 15e en effet. Sergi, vraiment à la 15e, t'as déjà la première vraie bonne séquence collective de pressing que j'ai trouvé côté danois, en tout cas la première qui m'a marqué, où vraiment ça sort sur tout le monde en individuel, tout le monde défend en avançant, tu récupères le ballon assez facilement, et à partir de là tu subis quasiment plus. Mais vraiment il y a une domination à la fois tactique mine de rien, parce que ce problème-là, le Pays de Galles a jamais su le régler. Cette insertion de Christensen au milieu qui ensuite va repasser dans la ligne de 3 défensive autour de l'heure de jeu à peu près, en tout cas quand le match était plié, parce qu'il n'y avait plus forcément besoin de dominer le milieu de terrain. Dans tous les cas, le Pays de Galles était plus forcément apte à venir t'embêter dans cette zone, mais t'arrivais à trouver des décalages un peu partout, et surtout sur la zone de Delaney, Meile, Damsgaard, qui est vraiment le point fort sur lequel les Danois ont tout le temps insisté. Et là-dessus, même si ça se résume pas qu'à ça, il y a quand même le fait que Meile en piston court tout le temps, et que Bale qui est lié, alors même s'il est pas directement vis-à-vis, parce que le Pays de Galles n'avait pas de piston, donc du coup t'as un latéral, un ailier, Meile évolue un petit peu dans cette zone intermédiaire. À chaque fois Meile partait d'assez bas, plus ou moins au niveau de la zone de Bale, et il continuait sa course, et Bale faisait pas les courses. Et bah voilà, c'est jouer avec un joueur de moins sur la phase défensive, sauf que Bale, passé les 10 premières minutes, t'apportes plus rien sur la phase offensive, donc c'est une impasse qui sert à rien et qui finalement, bah, t'es un de moins sur quasiment toutes les phases, quoi, donc c'est vraiment très problématique. Je sais pas si j'exagère, Flo, mais je pense que non seulement c'est peut-être un des 2 joueurs les plus importants pour le projet danois, encore plus depuis qu'Eriksen ne peut plus jouer, mais est-ce que Meile est pas juste dans les 3-4 joueurs les plus performants depuis le début de l'Euro? Parce que le mec est tellement capital dans le projet d'une équipe qui est collectivement parmi les plus fortes en possession, que c'est un piston, donc d'habitude on les place pas parmi les meilleurs d'un tournoi, mais là si on siffle la fin du tournoi après les 8e de finale, je pense qu'il est top 5. Oui, non, je pense comme toi, parce qu'en plus, au fil du tournoi, c'est-à-dire sur les premiers matchs, tu découvrais un peu le joueur. On le connaissait un petit peu, les Marseillais le regrettent, ils vont regretter sans doute encore plus après ce tournoi. Mais sur les premiers matchs, tu voyais surtout son volume, son activité, sa capacité à percuter balle au pied, etc., etc. Et là, sur ce match-là, il a claqué des passes. Je parlais de sa passe sur le premier but, mais la passe qu'il met je crois que c'est à Cornelius en fin de match, justement, qui mène au but de Braithwaite, le but que tu as adoré, Raphaël. Celle-là, il arrive à temporiser, c'est-à-dire que très souvent, les pistons, ils vont se montrer surtout parce que ils mettent beaucoup d'intensité, ils vont à fond dans leur couloir, à fond. Et là, ce qui est fort avec Meile, c'est qu'il a aussi cette capacité à temporiser quand il faut. Et à attendre pour trouver le bon angle, faire la bonne passe. Un côté Alexander Arnold un peu, Flo, dans le côté créateur. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que la passe qu'il met à Cornelius, tu sens vraiment, il attend vraiment le moment précis pour faire cette passe. La passe est parfaitement dosée. Derrière, bon, la remise est bonne et Braithwaite va remarquer. Donc, en plus, match après match, tu lui découvres des qualités que tu soupçonnes pas forcément chez un joueur de ce profil-là, qui va d'abord te sauter aux yeux, parce que il fait des allers-retours dans son couloir, il est capable de percuter, de dribbler, de faire des différences. Et là, tu découvres des capacités, comme tu disais, à la Alexander Arnold, à claquer des passes qui sont pas forcément habituelles aussi pour ces joueurs-là. Et puis en plus, le fait qu'il puisse jouer des 2 côtés, parce que là, il commence à gauche alors qu'il est droitier, il finit à droite. Bah, finalement, tu le vois en marquant du gauche. C'est ça, en marquant du gauche, en faisant crochet pied droit, frappe du gauche, vraiment attitude totalement de gaucher. Alors, dans l'absolu, la frappe est
relativement difficile, la première parce qu'elle est angle fermé, mais c'est vrai que c'est pas forcément l'attitude de crocheter pied fort pour aller tirer pied faible. Et en plus, bon, pensez pour Gareth Bale qui changeait la pose, à mon avis, justement, parce qu'il revenait jamais, et qui se remange mailleux sur la dernière demi-heure. Donc voilà, un peu le cauchemar. Mais c'est-à-dire que sur les 2 buts qu'évoquait Florent, au-delà même de celui qui marque, où du coup il utilise ses 2 pieds, le premier but, il est tourné vers l'intérieur du jeu, et il fait sa passe pied fort vers l'intérieur. Et le deuxième, il fait à nouveau une passe pied fort, mais là c'est un centre plus classique d'un droitier qui enroule sortante pour un centre, mais c'est-à-dire qu'à chaque fois, les 2 fois il utilise son pied, du coup c'est 2 trajectoires de balles différentes, mais en plus il a son pied gauche, même avec son pied droit, selon où tu l'utilises, il peut faire beaucoup de choses, et puis, alors, légalement on peut tester, mais depuis le début de la compétition, j'ai pas l'impression de l'avoir vu souvent en difficulté, alors que mine de rien, il doit quand même défendre pied faible. Et ça, c'est quelque chose, moi je le voyais à l'Atalanta, j'avais d'énormes espoirs. Je trouvais que quand il avait remplacé Attebourg sur blessure, il était correct, mais il était assez loin de ce niveau-là. J'étais un peu déçu, en tout cas je me disais, il est bien mieux que Piccini et que tous ces autres qui ont été pris par l'Atalanta, qui n'étaient pas bons du tout dans ses rôles de piston, mais je le voyais loin de Gosens, loin de Attebourg. Et quand je vois ça, d'ailleurs je pense que je vais acheter son maillot parce que pour moi c'est le meilleur joueur de ce début d'Euro. C'est d'ailleurs mon pseudo sur cette conversation sur le logiciel où on enregistre depuis plusieurs jours maintenant. Je vais pas dire qu'il gagne le match à lui tout seul, mais c'est un poison en fait. C'est vraiment l'un des joueurs les plus importants de l'Euro. Et puis sur les statistiques, balle au pied, il écrase quasiment tout le monde, quoi. C'est pour ça que l'Atalanta va peut-être devoir s'adapter un peu à lui, parce que jusque-là, les pistons étaient des mecs qui débarquaient deuxième poteau pour claquer des grosses têtes, Gosens et Attebourg. Et avec un joueur comme ça, tu vas peut-être devoir modifier un peu ton fonctionnement. Je l'imaginais aussi, Flo, dans l'équipe, dans le feu Inter de Conte, notamment avec sa capacité à jouer faux pied. Ouais, ça aurait été génial, à la place d'Ashley Young par exemple. C'est vrai. Je pense que l'Inter, si elle a semé le là dans son équipe, finit à 114 points la saison de Serie A, parce que... Et par contre, il risque... Alors, c'est pas fait, il faut évidemment que les Pays-Bas se qualifient, mais tu peux avoir un duel entre les 2 pistons les plus en vue depuis le début de l'Euro lors du prochain tour, avec Mele et Dumfries. Bon, Dumfries qui est plus dans un rôle de finition des actions qui sont préparées de l'autre côté. C'est le profil que tu décrivais au début sur l'intensité et la vitesse, Dumfries. Ouais, voilà, c'est ça. Mais là, il va y avoir sacré duel, pour le coup, dans ce couloir gauche. À moins qu'il y ait une surprise qui se retrouve à droite, qui sait. Mais ouais, ça risque d'être très intéressant si les 2 équipes se rencontrent en quart de finale, ce qui n'est pas fait encore. Ouais, du coup, ça fait 2 matchs où on parle de 2 pistons faux pieds qui sont performants, Spinazzola et Mele. Peut-être un truc aussi pour le futur du foot. Même si, bon, généralement, les compétitions internationales réinventent pas le football. En tout cas, pas depuis longtemps. Mais là, il y a quand même une sacrée tendance à la défense à 3 et au piston très important. Christophe, qu'est-ce qu'on a oublié de dire sur cette performance du Danemark ? On a oublié de dire à la fois peu de choses et beaucoup de choses selon comment on le prend. C'est-à-dire que c'était tellement déséquilibré qu'on va pas non plus faire 1 heure sur tous les mécanismes qui ont permis au Danemark de dominer le Pays de Galles à partir du moment où ils étaient au-dessus dans quasiment toutes les zones. En gros, la variable, c'est que Dolberg te met des buts qu'il met pas en championnat avec Nice, quoi. C'est vraiment un truc où quand je le vois titulaire à la place de Poulsen, et Poulsen blessé, je me dis ouf. Je sais pas alors j'aime bien le profil de Dolberg, enfin j'ai tout pour l'aimer, mais en fait il m'énerve au-delà de ses blessures, de ses pépins d'hiver. En championnat, il arrive 1 semaine sur 2 à me donner envie de me claquer la tête contre un mur parce qu'il rate des trucs ou qu'il participe pas du tout au jeu, qu'il presse pas. Enfin voilà, il est un peu hors du truc. C'est une espèce de renard des surfaces, mais qui est pas toujours à droit. Donc c'est une espèce de renard, je sais pas, de renard malade, de renard à 3 pattes des surfaces. C'est un peu embêtant. T'es sur ton filon là, hein, t'es sur ta barque là, hein, t'essayes vraiment. Non, pas du tout. Je sais pas quel sponsor t'essayes d'attraper, les ours, les renards. Tu sais qu'une fois j'avais écrit un papier pour Eurosport où je disais que Lewandowski n'était pas un renard des surfaces, mais un loup des surfaces. Je me demande, c'était même pas le titre. Je t'invite à le lire. Donc tu vois, je suis sur cette marque depuis très longtemps. Mais non. Christensen, on peut pas passer ça sous silence, même si encore une fois c'est. À la fois, tu peux dire, il rentre au milieu, ça domine le milieu et c'est fini. À la fois, tu peux dire, d'où un 8e de finale d'Euro change parce que Andreas Christensen, le Andreas Christensen que tu connaissais il y a 6 mois, il y a 1 an, passe au milieu et du coup, tu te mets à dominer totalement un milieu avec Højbjerg, Christensen, Delaney, quoi.
Je te rappelle qu'il est titulaire d'une équipe qui gagnait la Ligue des Champions aussi. Non, mais... C'est un truc qui était il y a 3-4 ans absolument impossible. Oui, non mais c'est ça qui est depuis 6 mois, mais je devais forcément l'avoir en lui, c'est-à-dire Tourelle l'a pas totalement changé, il y a un truc de prise de responsabilité, de palette qu'il utilise dans son entièreté qu'il faisait pas auparavant. Mais en plus, en fait, vraiment pour conclure, le dernier truc que j'évoquerai, parce qu'encore une fois le pays de Galles a explosé un peu de partout, c'est si tu te projettes sur le Danemark, finalement les blessures et en tout cas absences diverses sont pour l'instant pas forcément pénalisantes. C'est-à-dire que t'as Vass qui est pas là sur ce match-là. Striger Larsen est un joueur tout à fait correct qui fait à mon sens parfaitement son taf sur ce match-là. Eriksen, on va pas revenir sur ce qui s'est passé, ça te permet de lancer Damsgaard qui est encore très bon. Et sa relation, me dire même quand il n'est pas forcément décisif en but en passe D, même si là il en fait une de passe D, mais sa relation, son occupation de l'espace, t'es forcément obligé de le prendre en compte et ça fait faciliter simplement à faire jouer ses partenaires. Là, je pense que tu perds, j'ai pas regardé les news, mais je pense que tu perds Simon Kjær. Bon, Joachim Andersen, passé les 3-4 premiers matchs, a été vraiment excellent avec Fulham. Je crois d'ailleurs qu'il est élu meilleur joueur de la saison. C'est lui qui est rentré avec le crâne rasé là Non, c'est pas lui. Non, c'est un autre. Boylesen, je crois, qui est rentré avec le crâne rasé. Ah, pardon, parce qu'à un moment j'ai entendu Anderson à la télé, puis j'ai vu un mec qui avait le crâne rasé, je me suis dit mais il a beaucoup changé. C'est pas le mec que Hugo Hélin travestit pour ses fantasmes nocturnes. Un double changement, ouais. Mais tout ça pour dire que il y a un vrai banc en fait. Même Norgard là qui remplace Damsgaard est pas du tout mauvais, il est actif. Et Cornelius, mais ça je le laisse à Florent. Cornelius qui fait une entrée à la Erling Haaland où on comprend pas. Qui fait une entrée, il termine avec 5 dribbles tentés, 5 réussis. Voilà. Avec une action incroyable où il prend la balle sur 50 mètres. Est-ce que tu peux décrire ses dribbles ? Est-ce que tu peux raconter un peu, décomposer son dribble ? Non, je m'en rappelle pas exactement et je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Mais c'est vrai que cette action-là, il était complètement en feu, ouais, sur son entrée. Et récompensé par sa passe décisive. Donc, comme le dit Christophe, en plus, il y a une certaine homogénéité dans l'effectif, quoi. T'as l'impression que tu peux sortir en pion et ajouter un autre gars. Ça, tu perdras pas forcément en qualité. Alors, sauf peut-être si tu perds Mele. Là, ça sera beaucoup plus compliqué vu son niveau. Mais t'as l'impression, qu'il y a un vrai groupe et que tu peux peut-être envisager d'aller loin, pas juste avec un 11, mais avec 18-19 gars tout à fait valables, quoi. Après, est-ce que cet aspect-là ne découle pas de la force collective et de tes principes de jeu, tu vois ? Si, parce c'est que sûr. T'as d'autres équipes où on se pose la question de qui va jouer alors qu'ils sont beaucoup mieux dotés, quoi. Et à ce niveau-là, bon, ce que fait le Danemark et ce que fait donc Kasper Hjelmund, à chaque fois je perds le nom du sélectionneur. Hjulmand, pardon, Kasper Hjulmand. Merci maître Capello. Mais ce qu'il fait avec le Danemark, disons que ça rejaillit mal sur le travail d'autres sélections. Parce que là, le Danemark, sur ce match-là, comme le disait Christophe, il démarre d'une certaine façon, ça marche pas, du coup, Christensen monte au milieu, il change un peu, il s'ajuste un petit peu et il renverse le match. Et ensuite, à l'heure de jeu, quand le score est fait, là aussi, il décide de repasser à 3 derrière, de faire une ligne de 5 pour défendre et contrôler tranquillement la fin de match. Et rien que le fait de pouvoir passer d'un système à l'autre en cours de match, d'être aussi agile en possession avec le ballon ou bien sans le ballon, de presser ou de pas presser, enfin de maîtriser quasiment toutes les phases de jeu à la manière d'un club. Disons que quand tu compares à d'autres sélections qui sont beaucoup mieux dotées individuellement, on va pas la citer, mais il y en a une évidente. Il y en a plein d'évidentes. Il y en a plein d'évidentes, mais ça fait quand même très très mal de voir que en fait c'est possible de voir une sélection jouer un petit peu à la manière d'un club. Des mecs, voilà, quand ça bosse, ça se voit. Après, le sélectionneur a quand même eu 1 an pour préparer tout ça, et la majorité des Danois jouent dans le même club, tu vois. Donc ça, il faut aussi le prendre en compte. C'est pas la chance qu'ont d'autres sélectionneurs. Très bonne vanne. Mais le pire, c'est que tu disais une sélection. Je suis sûr que tu pensais à la France. Moi, je pensais à l'Angleterre, tu vois. J'ai plus. Ouais, je pensais au Portugal aussi. Ah, tu penses au Portugal. Moi, celle qui m'énerve le plus, c'est l'Angleterre. À partir du moment où tu sais pas jouer, entre guillemets, pas faire jouer des mecs qui sont quasiment tous dans des clubs qui ont la même idée de jeu, tu vois. Pour moi, Mount, Foden et Kane, par exemple, ça doit faire des combinaisons assez faciles à trouver sans avoir besoin de.
Peu importe. Non, juste comme ça, tant que j'ai la main. Question tout à fait sérieuse. Vu qu'on a regardé toutes les phases éliminatoires des Euros depuis 2000, plus les matchs de poule de l'équipe de France, des vainqueurs, enfin voilà, on a vu, allez, je sais pas, 60% des matchs, dont tous les matchs importants des Euros depuis 2000. Sincèrement, combien vous avez de performances vraiment sur le plan des principes collectifs, de la maîtrise de toutes les phases, etc., d'équipes qui sont supérieures au Danemark face au Pays de Galles? Parce que par exemple, tu vois, je pense à l'équipe de France en 2000, j'ai pas souvenir d'un match de l'équipe de France où il y a une telle maîtrise. Alors ok, il peut y avoir peut-être des individualités, il peut y avoir le France-Espagne 2000 peut-être. France-Espagne 2000 quand même. Mais ouais, mais c'est un affrontement. Enfin, France-Espagne 2000, il y a match quoi. C'est pas une équipe qui roule sur une autre. Par contre, Christophe, si tu veux parler récital entre guillemets, t'as le Espagne-Italie, la finale de 2012. Oui, bien sûr. Et l'Italie-Allemagne non, Italie-Allemagne 2016. Ouais, bah t'as l'Italie 2016 collectivement. Italie-Espagne. Italie-Espagne de 2016 aussi. Ouais. T'as l'Italie face à la Belgique. T'en as quelques-unes, hein, mais je veux dire, tu sais, il y a beaucoup de gens. L'Euro 2000, certaines équipes, genre la France de 2000. Oui, alors, du coup, là, je mets à la fois une balle pour l'équipe de France 2000 que je trouvais pas bonne, et à la fois, je vais mettre une balle dans mon camp aussi pour pas attaquer sur mes cibles. La République tchèque 2004, encore une fois, c'est mon modèle absolu, c'est avec ça que je suis en 100% venu au foot. La République tchèque 2004, la moitié des matchs, elle a 45% de possession, elle met des transitions. Face au Danemark, elle gagne 3-0 en ayant, je sais pas, 5 occasions et en subissant une partie du match. Tu vois, la République tchèque 2004, c'est amour absolu, hein, mais elle n'a pas 10% de la maîtrise du Danemark de ce soir. Hein. Les gens te répondront que les équipes à l'époque affrontaient des équipes meilleures que le Danemark n'a affronté jusque-là depuis le début de l'Euro. Oui, enfin, le Danemark pendant 55 minutes, au moins 45. À part la Belgique, ouais. Oui, voilà. Mais du coup... Non, mais j'entends, mais à la limite, enfin, peu importe, enfin, c'est bien aussi de pouvoir dérouler face à une sélection moins forte. C'est pour dire que, enfin, parfois ça m'énerve, encore une fois, je sais pas si je réagis pour personne, 3 personnes que je vois passer, à qui je donne trop d'importance, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même une tendance à se poser la question de savoir si cet Euro est qualitatif ou pas. Moi, ce que je vois sur les principes collectifs de pas mal de sélections, jusqu'à 2008, 2012, il n'y a pas plus de 2 sélections qui jouent aussi bien que le Danemark, ne serait-ce que juste sur l'idée générale, on maîtrise toutes les phases, on a des circuits, on essaye de bien jouer au foot, et ça tu le vois dans de plus en plus de sélections, et moi je trouve que le football de sélection actuellement, t'as peut-être moins de grands moments, moins d'individualités qui font les différences, mais sur le côté on bosse, moi je vois que ça bosse en fait quand je regarde ce foot là, donc je suis content. Ouais. Mais je pense que les gens sont quand même un peu nostalgiques du côté où chaque nation avait 2 ou 3 énormes stars à l'époque. Et c'est vrai que quand tu regardes les équipes types de l'Euro 2000 qui ont été faites, forcément c'est difficile de faire la comparaison même avec aujourd'hui. Déjà parce qu'on est dans le moment, donc on ne sait pas si ces joueurs finalement vont être considérés comme plus grands ou pas. Et parce que c'est vrai qu'il y avait quand même on les avait couvertes dans les sagas vues du banc qui sont désormais sur Copa Arena, mais les performances de Figo, de Totti, de Bergkamp, de Davids à cet Euro 2000, ça reste des trucs... un peu exceptionnel, et c'est vrai que en plus dans un football qui était moins collectivement organisé, donc il fallait que des individualités sortent, et je pense que ce côté-là ne trompe pas les gens mais change la perception, tu vois. Après ça va, le Danemark a le 9 du Barça quand même, on parle de star. Et l'ancien pistolero des Girondins de Bordeaux, ça il faut pas l'oublier. Exactement. La Corneille. D'ailleurs on appelle Malinowski le Malinois, et la Cornelius sera la Corneille à partir de maintenant, il faut le préciser. Oui, d'ailleurs ça rajoute un animal aux autres, Christophe, donc c'est parfait pour l'émission. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot sur le Danemark ou sur l'Italie? Danemark qui va affronter donc le vainqueur de Pays-Bas, République tchèque, et l'Italie qui va affronter le vainqueur de Belgique, Portugal. Est-ce qu'il y a un de ces 2 matchs, selon l'adversaire qui sera affronté, qui vous intrigue particulièrement? Qu'est-ce que vous souhaitez comme 8e, comme quart de finale, pardon? Moi je veux Pays-Bas-Danemark, mais je l'attends depuis quelques jours maintenant. Pour moi ça peut être le plus bon match de l'Euro. Peu importe qui gagne, même s'il y a le scénario où les Pays-Bas tombent contre la surprise du tournoi et la bonne petite équipe qui surprend tout le monde, un peu comme en 2008. C'est un scénario que j'imagine fort à l'heure actuelle, même si c'est aussi un peu un souhait, je l'avoue, de les voir aller loin. Mais Pays-Bas-Danemark, je pense que ça peut être peut-être le sommet de cet Euro en termes de spectacle, quoi. Moi déjà je serais triste de plus voir Neco Williams qui a encore fait une entrée exceptionnelle côté gallois, entre lui et l'ami Harry Wilson qui a fait un petit passage
avant de prendre rouge. Liverpool attend 15 millions pour Nico Williams et 20 pour Harry Wilson. Bah écoute, Nico Williams, là sur son euro, je crois que c'est moins 10 millions, ce qui est l'inverse de Damsgaard qui a pris 15 millions, je pense. Et Mele, après, il combien sur son euro? Je sais pas combien il valait un mec qui vient juste d'arriver à l'Atalanta, mais je pense qu'il prend au moins 10 ou 15. Je pense qu'ils sont contents. Pour un mec qui a pas énormément joué, qui a pas été brillant, là il fait un euro, là concrètement c'est 50 millions minimum. Tu vois. Après je pense que le plan de l'Atalanta c'est de vendre Gossens. Je pense qu'il y aura des gens sur Gossens et de garder Mele. Mais effectivement, dans tous les cas c'est mieux. Après il faut jouer avec des pistons, parce que sinon à 4 c'est quand même un peu plus compliqué. Non, pour la suite, à voir. Moi je suis là comme ça, je pense que le Danemark a toutes ses chances face aux Pays-Bas. Je pense que l'Italie, ça va être très compliqué. Moi, vraiment, je limite à la fin du match, j'étais presque triste pour l'Autriche, alors parce que je m'en fous complètement, hein. Mais parce que je me disais, j'ai presque l'impression que j'aurais eu plus d'émotions avec l'Autriche, qui va chercher le Portugal, qui va chercher la Belgique. J'ai vraiment peur que l'Italie fasse un match. Alors, contre le Portugal, à voir. Je pense qu'ils peuvent se faire battre juste sur le réalisme. Mais contre la Belgique, j'ai peur que il y a un problème on déroule un plan de jeu qui n'est pas suffisamment dominant face à un tel adversaire. Et du coup, quand on va pas pouvoir le dérouler, on va subir méchant. Honnêtement, là, j'étais très client de la phase de poule de l'Italie. On s'est rendu compte, vu les divers résultats, qu'a priori, la poule était quand même bien flinguée. Et là, j'ai beaucoup de mal à imaginer l'Italie passer. Si elle passe le quart, dans tous les cas, en fait, je vois pas l'Italie avoir beaucoup de vitesse supérieure à celle qu'elle a montrée face à l'Autriche. Je pense qu'elle était à peu près proche de son régime maximum, et j'ai l'impression qu'en fait, c'est une boîte à 4 vitesses, quoi. Et que là, le moteur est en train de surchauffer et que ça va pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Si c'était un animal, ce serait quoi? Le problème, c'est que tu me fais un National Geographic comme si c'était Réa Lutin là, de 30 millions d'amis. Et je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que ça serait comme animal? Ça serait un bélier, j'en sais rien, moi. Ah, non, je sais pas. On va te laisser réfléchir, Christophe, là, vraiment, pour que tu trouves ça d'ici les paris. Mais de toute façon, j'espère que vous êtes conscient que le Portugal va éliminer et la Belgique et l'Italie. Hein. Vous savez ce que c'est ce qui va arriver. Ils vont se retrouver en demi contre Espagne ou France. Je pense pas. Honnêtement, le Portugal l'a fait une fois. À la Coupe du Monde, ça c'était vraiment pas incroyable, ça s'est arrêté assez vite. Honnêtement, je pense que le Portugal s'arrête face à la Belgique, que la Belgique sort l'Italie et se fait sortir au tour suivant. Voilà. À bientôt. Ça sera noté, on pourra ressortir l'extrait. Je crois qu'on peut passer au pari avec notre partenaire PMU.fr. PMU vous présente la séquence prono. Les pronostics, donc dure journée pour moi parce que j'avais parié sur un but de l'Italie dans chaque mi-temps. Ils en ont marqué dans aucune mi-temps. Et le 1 ou 2 ou 3-0 du Danemark qui a fini à 4-0 à la 93e sur une combinaison Cornelius-Braithwaite. Flo, qu'est-ce que tu as fait lors de l'émission précédente? Eh bien là j'ai fait 1 sur 2 puisque j'ai passé le Danemark -1 qui a été un des paris les plus tranquilles je pense de cet euro pour le coup face aux Gallois. Donc le Danemark -1 était à 3,30 et mon deuxième pari c'était un but d'Immobilier mais le poteau on a décidé autrement qui était à 2,50 je crois, un truc comme ça. Donc 1 sur 2, donc on reste en positif et on reste avec je crois un plus 17 ou plus 18 là depuis le début de l'euro. Tu passes la plus élevée des deux cotes, donc c'est plutôt pas mal, je vais y arriver. Ouais. Et là, tu as 2 paris donc sur les 2 matchs d'aujourd'hui, vu quand vous nous écoutez, Pays-Bas, République tchèque et Belgique, Portugal. Vas-y, l'ordinateur humain, t'es cavalier en plus là sur tes paris. Oui, absolument, très cavalier. Je vais commencer, je crois que le premier match de la journée, c'est les Pays-Bas, il me semble. Même si j'en suis pas convaincu. On en a parlé un petit peu tout à l'heure en évoquant le possible Pays-Bas-Danemark en quart de finale et le possible duel entre Mele et Dumfries. Je pars sur un but à nouveau de Denzel Dumfries, l'arme fatale des Pays-Bas face aux Tchèques parce que déjà c'est quelqu'un qui va se projeter, qui va finir les actions dans la surface de réparation, parce que en plus sa cote est quand même hyper élevée pour quelqu'un qui a mis 2 buts et qui a souvent été à la fin des actions des Pays-Bas. Sa cote est à 7, donc je trouve ça quand même très élevé et plutôt intéressant. Et aussi parce que côté tchèque, je pense qu'il va y avoir un différentiel de taille assez important avec Boril qui serait théoriquement dans sa zone si les Tchèques restent à 4 en défense sur ce match, chose dont je doute un petit peu parce qu'à mon avis pour se protéger au maximum il serait
plus sécurisant, je pense, de passer à 5 face aux Pays-Bas, mais ça on verra tout à l'heure. Donc voilà, partir sur un but de Dumfries, côté à 7, et en imaginant à nouveau le circuit avec la fixation à gauche, Depay qui met un centre et Dumfries qui est là pour la mettre au fond, au deuxième poteau. Christophe, toi ton pari sur Pays-Bas-République tchèque, c'est un autre buteur. Oui, c'est un pari risqué que je tente car j'aime le risque. Je suis en roue arrière dans la vie. C'est un pari dernier buteur, Daniel Malen, côté à 6,50. Je pense vraiment que Daniel Malen... Dernier buteur, t'as dit ? Ouais, dernier buteur. Ouais. C'est là où est le risque. Il se peut que ça soit le premier buteur et que je sois super triste parce que j'aurais rajouté une variable qui n'était pas nécessaire. Après, il peut être le premier et le dernier buteur. Oui, il peut même être le premier buteur, le buteur du milieu, le dernier buteur. Il peut mettre un octuplé. Non, mais Daniel Malen, pourquoi ? Je suis pas sûr qu'en fait il soit titulaire. Donc du coup, je me dis s'il est remplaçant, il peut marquer le dernier but. Là, le vrai truc problématique, c'est s'il est titulaire et qu'il sort à la 60e. Il peut y avoir, comme il y a fait sur le côté danois, un dernier but marqué un petit peu pour l'honneur, qui ne change pas grand-chose, mais qui change l'identité du dernier buteur. Mais en fait, ma réflexion, elle est assez simple. C'est que je pense que les Pays-Bas sont meilleurs que les Tchèques et que les Pays-Bas vont dans tous les cas mener à un moment du match, si possible avant la 88e ou 89e. Dans tous les cas, les Pays-Bas mènent, les Tchèques qui aiment bien presser, qui vivent par le pressing, qui ont du mal à exister s'ils ne pressent pas, iront presser, et que si les Pays-Bas arrivent à casser le pressing, l'élément le plus rapide sur l'attaque, c'est Malen. Alors après, il peut très bien faire comme il avait fait sur je sais plus quel match de poule, mais prendre la profondeur et finalement faire la passe décisive. Moi, ça, c'est un truc qui peut exister aussi. Mais dans tous les cas, c'est pas Weghorst qui va prendre la profondeur, même s'il y a une transition, c'est pas lui qui ira la suivre, et il aura un peu de mal, sauf à avoir un peu d'avance au début de l'action. Donc je pense que du coup, s'il y a un 0 ou 2-1, enfin voilà, en tout cas, si les Tchèques sont seulement à un but, ils vont pousser pour essayer de revenir, et que Malen est l'homme le plus indiqué pour aller attaquer les espaces. C'est quelque chose qu'il fait très bien. Et si en plus il a 50 mètres à attaquer, sa conduite de balle qui est parfois un petit peu douteuse, même si ça s'est bien amélioré sur le dernier match de poule, se verra moins. Donc voilà, le plus rapide peut-être du front de l'attaque qui va marquer sur une action où il a de l'espace. Et Malen qui est aussi le premier en expected assist par 90 minutes, puisqu'il est je crois à 85 ou à 90, vu qu'il est extrêmement productif sur les quelques minutes qu'il a joué. Voilà, ouais, sur un petit échantillon, donc ça... Il faut toujours vérifier, mais c'est vrai qu'il a été plutôt bon sur ses entrées, et je crois que ça réclame pas mal du côté des Pays-Bas sa titularisation. Flo, Belgique-Portugal, là il y a une doublette. Ouais, il y a une doublette, et c'est un happy bet, hein, n'est-ce pas, Raphaël ? Ah, très bien. Tu veux le faire ou pas ? Non ? Si. Non, ce soir j'ai pas envie de le faire. Tu le fais pas, d'accord. Donc oui, Belgique-Portugal. Alors je suis assez peu inspiré sur ce match. Donc je m'en remets aux valeurs sûres de part et d'autre, c'est Lukaku et Ronaldo, en disant que les deux vont marquer. Alors Lukaku, parce que je pense dans la physionomie de la rencontre, ce sera le plus logique, parce que j'imagine la Belgique dominer cette rencontre. Maintenant, et Ronaldo, en fait, il semble avoir un mojo avec lui sur ce début d'Euro qui fait qu'il arrive à marquer, même dans des matchs où le Portugal fait pas grand-chose offensivement. C'est-à-dire, il est quand même sorti de la phase de poule avec 5 buts. Il y a des gens qui se posaient la question de savoir pourquoi on l'avait mis dans notre équipe type. Raphaël, t'étais pas trop chaud non plus pour le mettre à la base, mais bon, tu vois, c'est phase de poule, il sort, il met 5 buts, c'est difficile de passer à côté de Ronaldo. Donc l'idée, c'est de partir sur Lukaku et Ronaldo marquent. Donc tous les deux marquent au moins un but, et c'est coté à 6,50. Voilà, on s'en remet au buteur habituel, en espérant que ça marque des deux côtés, évidemment. Et on rappelle que c'est un happy bet. Merci Raphaël. Pour toi. Christophe, ton dernier pari, Belgique-Portugal. Oui, c'est très dommage que cette séquence ne soit pas mise en capsule vidéo, parce qu'à chaque fois que tu fais ton cri happy bet, tu mets ta tête en arrière, oui, comme si, comme Baumgartner quand il a pris Donnarumma en pleine tête, sauf que toi tu la remets devant, derrière, mais c'est assez bizarre. C'est là qu'on voit quand même ton côté Nagui, quoi. C'est-à-dire que même en audio... Attends, Christophe, attends. Oui, voilà, ça c'est pas du tout radiophonique, mais j'ai fait la geste à la Nagui, qu'il a piqué d'ailleurs à Thierry Ardisson, qui sans doute l'a piqué à quelqu'un d'autre, mais de fermer le poing pour dire
Toujours dans l'animation. Toujours dans le... C'est agité. Vas-y Christophe. Quel showman se passe partout. Alors, Belgique-Portugal, mon pari c'est la Belgique à 2,45. Voilà, je me suis pas embêté pour ce pari-là, tout simplement parce que pour moi la Belgique est nettement au-dessus du Portugal, à la fois sur le plancher et sur le plafond. Je pense que le Portugal des mauvais jours, bien sûr, il faut, on impose les marques, les valeurs sûres. À la fois parce que le Portugal des mauvais jours, on l'a vu face à l'Allemagne, c'est très compliqué. Il y a même eu, je ne vais pas revenir forcément au match de qualif, de mars ou autre, parce que le contexte c'est quand même relativement différent, mais je me souviens de matchs notamment face à Andorre, où vraiment pendant quasiment tout le match, mais déjà une mi-temps, tu te dis, oula, mais compliqué quand même. Enfin voilà, il y a pas mal de scénarii, si tu l'italianises, où que ça soit face à des équipes qui bétonnent ou face à des équipes qui viennent te chercher, le Portugal peut être fragile dans pas mal de configurations. Et même le Portugal à bloc, je trouve pas imprenable du tout, alors qu'à l'inverse, la Belgique pas incroyable, on l'a vu face au Danemark pendant une mi-temps, mine de rien, elle limite très nettement les dégâts, et la Belgique qui fait rentrer ses meilleurs joueurs et qui se met à être à bloc, je suis pas encore 100% convaincu de son potentiel maximal. Faudrait vraiment que je vois un peu plus de Bruyne titularisé, voir comment ça s'anime un peu avec tout le monde. Est-ce que tu maintiens Witsel ou est-ce que tu t'estimes qu'il n'est pas encore suffisamment prêt? Enfin voilà, je veux encore voir comment jouer cette Belgique à fond, mais rien qu'avec Lukaku, De Bruyne, pour moi tu peux gagner le match beaucoup plus facilement que, je sais pas, si tu me cites les deux meilleurs joueurs adverses, je sais pas moi, Cristiano Ronaldo, et je sais même pas qui serait le deuxième, quoi, parce qu'il n'y a plus de Cancelo, donc un Bernardo Silva ou Renato Sanchez sans doute sur ce tournoi-là, sur ce qu'on a aperçu de lui. Mais en tout cas, à la fois sur le plan collectif, je la Belgique meilleure, et sur le plan des individualités qui te ferait gagner le match. Ronaldo a marqué ses buts, pas de souci, une bonne partie sur penalty. Je pense que Lukaku est bien plus à même de te faire gagner un match à lui tout seul, même dans des temps faibles, voilà, aller marquer son but. Donc victoire de la Belgique. Autant parfois je crois pas trop dans mes paris, autant là je serais vraiment surpris et vraiment je ferai mon mea culpa si ça passe pas dans l'épisode de demain, parce que pour moi il y a quand même, j'ai hésité même sur le Belgique -1, pour moi il y a quand même une certaine marge du côté belge, donc à voir si je me fourvoie ou pas dans ma lecture de la situation. Dernière mission pour toi Christophe de cette émission, quel animal est l'Italie? Un tatou. Pourquoi? Je sais pas, non, mais j'en sais rien. Un fourmilier tamanoir, je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise comme... Non, mais tu me disais, c'est un animal qui avait un espèce de plafond assez bas, mais que le plancher était assez régulier aussi. Voilà, c'est un animal qui serait toujours à 6-7 sur 10, tu vois. Bah, c'est Oscar, mon chat. Il est jamais incroyable, mais il fait le taf, quoi. Il est présent, il a jamais trop de moments faibles, mais il a pas beaucoup de moments forts, quoi. Et en gros... Si on en revient à mon chat, quand il était dans son ancien... Donc du coup, j'ai déménagé il y a quelques mois. Je vois Florent qui a l'air consterné par la direction que prend ce podcast à 1h du matin. Dans l'ancien quartier, il était un peu tout seul sur zone. Et donc, il me ramenait des souris. Parce qu'il sortait, il revenait avec des souris, il les ramenait dans l'appartement, parfois vivantes, parfois même des rats. Donc, il y a eu des moments où je chassais des rats dans mon appartement, parce que le chat s'en foutait. Donc, c'était pas fou. Donc, tu savais qu'il était chasseur. Maintenant, j'ai déménagé dans un quartier où il y a un gang de chats, il y a vraiment beaucoup de chats, ils traînent sur les voitures et tout, t'en as parfois 7-8 en quelques mètres dans la rue, et là, ils ramènent plus de souris. Donc là, c'est vraiment, tu te rends compte que, ok, son plancher était bien, c'est-à-dire il a pas de concurrence, bah il te les ramène, les souris, pas de souci, je pense qu'il n'y a plus aucune souris dans ce coin là-bas. Par contre, maintenant qu'il y a de la concurrence, bah il n'en ramène plus. Donc je pense sincèrement que son plafond n'est pas suffisamment haut pour les voler aux autres chats, quoi. Les autres chats sont meilleurs que lui. Il est pas à la hauteur de Omar dans The Wire, quoi. Il est plutôt en bas de l'échelle pour l'instant. C'est body, quoi. Je sais que t'allais me dire c'est Wallace. Et là ça aurait été un peu plus triste. Il a failli y avoir un épisode, Christophe, je te le rappelle. Pout qui termine à bosser à Foot Locker. Ouais. On ne le souhaite pas à Oscar. En tout cas, ça serait une folle histoire. Merci, il a les couleurs, pourtant. C'est vrai, ça, il est déjà son maillot d'arbitre. Merci, messieurs, pour cette fin d'émission lunaire et pour vos analyses. À part ça, on se retrouve donc dès demain pour parler de Pays-Bas, République tchèque et de Belgique, Portugal. Ciao. Salut. Cordialement. Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.